Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous, je vais aujourd'hui parler d'un sujet dont j'ai parlé plusieurs fois, parce que c'est assez important finalement, mais je vais m'attarder dessus un peu plus aujourd'hui, peut-être prendre un peu plus le temps, parce que quand j'enseigne, quand je donne des cours, et que des personnes viennent de vraiment différents horizons, et ont une expérience dans les arts martiaux ou en tai chi, eh bien je me retrouve quand même assez souvent à répéter ce genre de choses, donc voilà, je vais m'y attarder un petit peu plus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre un art, pour développer une compétence. Et donc, je vais commencer par juste dire ce que nous a dit Adam. C'était peut-être le premier stage. Oui, c'est ça, c'est le premier stage que j'ai fait avec lui quand il est venu à Lyon en 2015. Il a dit quelque chose du genre « Si vous voulez apprendre un art, quel qu'il soit, c'est valable bien sûr pour le tai chi, mais pas que. Il faut, trouver quelqu'un qui a la compétence que vous voulez développer. » Ça paraît évident, mais finalement, au travers de mon expérience, je me rends compte que c'est pas si évident que ça. Mais justement, on en parlera après. Donc, trouver quelqu'un qui a la compétence qu'on souhaite développer. Donc évidemment, si je veux être très bon au piano, eh bien je veux trouver quelqu'un qui est bon au piano et, si possible, quelqu'un qui a une façon de jouer qui me plaît, une façon de jouer qui est la façon dont j'aimerais jouer. 2, je veux que cette personne ait une méthode, étape par étape, une réelle méthodologie, pour transmettre son art. Et que ce ne soit pas juste, donc, enseigner comme ça vient, ou le faire un peu que au feeling, etc. Qu'il y ait une méthode derrière. Bien sûr, cette méthode peut être adaptée à la personne, en termes de temporalité, etc. Mais est-ce qu'il y a des étapes structurées ? Ensuite, est-ce que cette personne a des élèves qui ont développé les mêmes compétences ? Pas forcément qui sont aussi bons que l'enseignant, mais en tout cas qui ont développé des compétences qui vont dans la même direction que le professeur ou le maître selon la discipline. Parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la méthode fonctionne. Ça veut dire que son enseignement fonctionne. Parce qu'on peut avoir une méthode intéressante, mais qui ne fonctionne pas. Donc il faut qu'il y ait du factuel. Donc ça, c'est toute mon interprétation. Lui, il dit juste trouver une personne qui a la compétence. 2, qui a une méthode, étape par étape. 3, qui a des élèves qui ont développé les mêmes compétences. Et si tu as ça, si tu as trouvé ça, fais tout ce qu'il dit. Voilà. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Vraiment parce que parfois je me retrouve dans des discussions et des conversations et c'est pas toujours le lieu propice pour échanger. Donc par exemple dans un cours, je suis toujours ouvert à la discussion et à échanger, mais ça prend du temps sur le cours, ça prend de l'espace et du coup c'est pas toujours propice. Moi je préfère que dans un cours on s'entraîne quoi. Quand on fait une journée, on s'entraîne le plus possible, on profite du temps pour s'entraîner, pour pratiquer, on clarifie des choses, etc. Ça, c'est sûr, c'est important. Mais parfois, le blabla devient trop
volumineux. Donc, eh bien, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des podcasts, entre parenthèses. C'est pour caler tout ce blabla. Donc, est-ce que le maître de l'école... Donc, voilà, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais spécifier pour le tai chi, c'est-à-dire que même si je pense que c'est la même chose pour d'autres arts, hein, moi j'ai été musicien, etc., et pour moi c'est la même chose, même si c'est pas si facile de trouver quelqu'un qui réunit toutes ces qualités. Donc quand on trouve pas des personnes qui réunissent la qualité de la compétence, de la méthode étape par étape et d'avoir des élèves qui ont développé les mêmes compétences, en fait je dirais le plus essentiel, c'est est-ce que le maître a la compétence que je veux développer? Est-ce qu'il a des élèves qui ont développé la compétence? Parce que finalement, s'il a des élèves qui ont développé la compétence, et qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y en a pas juste un ou deux, mais qu'il y en a quand même quelques-uns, parce que évidemment, tous les élèves ne peuvent pas être, comment dire, j'allais dire doués. C'est pas forcément une histoire. Il y a un peu les deux. Il y a le talent, il y a l'expérience préalable de chacun. Et ensuite, il y a la capacité à fournir un effort. Et bien sûr, le plus important, c'est un peu tout le sujet de ce podcast, c'est la capacité de cette personne à suivre les instructions, à faire ce que dit le maître. Quand il dit ensuite fais tout ce qu'il dit, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire fais pas autre chose. Fais ce qu'il te dit. Donc cette capacité-là aussi qui va jouer. Donc juste avant de vraiment parler du tai chi, justement, si je prends l'exemple de la guitare, j'en ai déjà parlé aussi, eh bien, c'est un domaine où il n'y a pas des méthodes comme en tai chi, qui est une pratique vraiment ancienne, qui perdure depuis des générations. Donc, c'est-à-dire que ça a été transmis et retransmis, etc. Donc, il y a des méthodes traditionnelles qui se sont transmises, bien sûr, qui ont été modifiées à chaque génération, à chaque fois que ça a été transmis, peut-être ça a été plus ou moins transformé. C'est pour ça que d'ailleurs certains vantent les mérites d'une méthode, officielle, c'est-à-dire les lignées officielles. Si c'est des lignées officielles, eh bien ça veut dire que c'est la vraie transmission, ce qui est déjà, de mon expérience, faux. Sinon, toutes les lignes officielles devraient transmettre exactement la même chose, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça veut bien dire que ça se transforme aussi de toute manière, même dans les lignes officielles. Et c'est pas parce qu'une ligne est officielle que la compétence est là. Donc, au final, après, chacun fait son choix. Est-ce que je préfère, la satisfaction de me dire oui, c'est le truc officiel de la famille, ou est-ce que je préfère que ce soit une méthode qui fonctionne? Après, ça peut être les deux aussi. Hein. Je dis pas que c'est impossible qu'une ligne officielle fonctionne. Je dis pas ça du tout. Mais ce n'est pas gage de fonctionnalité de la méthode. Donc le truc, c'est que voilà, la guitare, il n'y a pas de méthode aussi ancienne, transmise, donc qui a été raffinée, etc. Donc peut-être il y a des enseignants qui ont fait leur méthode, etc. Comme moi, j'avais fait ma méthode à l'époque où j'enseignais la musique, la guitare. J'avais créé ma méthode qui vient de mon expérience, qui venait d'une combinaison bien sûr de ma pratique de la musique, évidemment, des musiciens qui m'ont enseigné et de tout ce qu'ils m'ont apporté. J'ai gardé ce que j'avais trouvé très cohérent pour moi. Ensuite, les masterclass que j'ai suivis. Et puis, ensuite, j'ai appris le chant sacré de l'Inde du Nord, le chant indien. Donc, le fait de suivre une pédagogie traditionnelle, pour le coup, là, ça m'a éclairé certaines choses et donc permis de modifier ma méthode, de la peaufiner. Et voilà, il y a mon expérience personnelle. Donc, j'avais créé ma méthode. Mais ma méthode, pour moi, elle ne vaut pas grand-chose par rapport à une méthode qui a des générations et des générations de maîtres qui l'ont peaufiné. Donc, et puis surtout, je reviens à cette chose, c'est-à-dire il y a le temps qui permet d'évaluer la fonctionnalité de cette méthode, de la méthode de la transmission du professeur ou du maître en question. Donc voilà, donc quand je reviens sur cette histoire de suivi d'instruction, il faut
Encore faut-il que nous ayons des instructions claires et une méthode bien claire, etc. Parce que si on n'a pas d'instructions claires, le truc de dire il faut juste suivre les instructions n'a plus de valeur. Ça vaut si on en a et si on en a des clairs. Maintenant, si on ne suit pas les instructions dès le départ, on ne peut pas évaluer de la méthode si elle fonctionne ou pas. Si personne ne suit les instructions, on ne peut pas savoir si ça fonctionne. Pour ça que, et juste comme ça, je termine cette parenthèse guitare, mais quand j'avais mis en place justement ma méthode de musique de guitare, le plus difficile, c'était d'avoir des personnes qui suivent à la lettre la méthode et qui le fassent vraiment. Parce que sinon, c'est très frustrant, on ne peut même pas savoir si sa méthode fonctionne, puisque si personne la pratique, voilà. Mais comme toute méthode traditionnelle ou méthode de ce type, c'est pas forcément des choses faciles tout de suite à faire. Et facile dans le sens qui nous amène à un plaisir immédiat. Et finalement, une méthode aussi, alors là, je sors un peu du sujet, mais je vais pas rester longtemps là-dessus. Par exemple, pour la musique, pour les personnes que ça pourrait intéresser, ce sujet, eh bien, la plupart des gens que j'avais qui venaient apprendre avec moi, quand même, cherchent une satisfaction assez rapide. C'est-à-dire, je joue de la musique, je fais des morceaux et ça me fait plaisir. Et cette satisfaction-là, elle n'est pas forcément facile à équilibrer avec le fait de donner une méthode qui développe réellement une profonde relation avec la musique, construire la musique comme vraiment un langage, un moyen d'expression, etc. C'est pas forcément, ça donne pas un retour forcément satisfaisant, très rapide dans ce sens-là. Donc voilà, après c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Bref, allez, je ferme cette parenthèse. S'il y a des personnes qui s'intéressent à ce sujet, je pourrais éventuellement y revenir, mais voilà, ça sort un peu du cadre. Donc, je vais revenir sur les différents éléments. Donc, la première chose, c'est trouve un professeur qui a la compétence que tu veux développer. Donc déjà, c'est pas forcément évident. Par exemple, en tai chi, donc là, ça parle peut-être plus à un public de personnes averties, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une expérience du tai chi. Parce que sinon, en fait, bah voilà, comme moi, quand j'ai commencé, j'ai cherché cours de tai chi, je ne savais même pas exactement ce que c'était le tai chi à cette époque. J'ai cherché cours de tai chi sur Internet et voilà. C'était le début d'Internet. Il n'y avait pas 20 000 propositions. Et donc, bah, on n'a pas les critères pour savoir qu'est-ce qu'on cherche vraiment, etc. Par contre, après avoir eu de l'expérience, on a de l'expérience de pratique, j'ai fait des recherches, je me suis intéressé, j'ai lu des livres sur le tai chi, etc. Tu commences à avoir des idées plus claires sur qu'est-ce que c'est le tai chi et qu'est-ce qui te plaît là-dedans aussi. Qu'est-ce qui t'attire dedans vraiment, etc. Et donc, après quelques années, on peut avoir un regard un peu plus éclairé sur qu'est-ce qu'on cherche réellement. Et qu'est-ce que ça veut dire des compétences en tai chi. En tai chi style yang, je vais préciser. Une fois qu'on a une idée un peu plus claire, moi c'est ce qui est arrivé pour moi quand j'ai rencontré Adam. Voilà, il incarnait vraiment, c'est la première fois que quelqu'un incarnait autant les compétences, en tout cas moi ce que je pensais être les compétences de tai chi. Avoir développé une force interne, une puissance interne, d'être relâché, mais de générer de la puissance via du relâchement, d'avoir donc, ça se manifestait par peu de mouvements extérieurs et une grosse puissance à l'intérieur, et donc quelqu'un qui pouvait les manifester pas que sur des cibles immobiles juste des projections comme ça de cibles immobiles, mais aussi de personnes en mouvement, etc. Et donc, je refais une petite parenthèse, parce que c'est une chose qui peut revenir de temps en temps. Quand j'ai fait mon premier stage à Lyon, avec Adam, c'était donc en 2015, aucune personne dans ce stage, à part la personne qui était venue avec lui, aucune personne, si je dis pas de bêtises, après peut-être il y en avait un ou deux, mais de mon souvenir, il y en avait 0, donc je pense qu'on devait être une trentaine. Il y avait 0 personne qui était son élève. Il y avait
donc des gens du monde du tai chi, des gens d'autres styles d'arts martiaux, du kung fu. C'était une école de Wing Chun qui avait organisé, donc il y avait pas mal de gens aussi qui faisaient du Wing Chun, etc. Donc des personnes de différents horizons. Pas des personnes donc conditionnées par cette école, ni même des personnes forcément conditionnées au tai chi. Parce qu'on pourrait dire, même dans le tai chi, mais alors déjà dans le tai chi, ça peut être très différent. Chaque école va pas forcément pratiquer de la même manière. Mais il n'y a pas un conditionnement sur comment on doit réagir quand on est poussé, comment on doit réagir pour chuter ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un préconditionnement. Donc ça, c'est important de le dire. Toute la salle, c'était des personnes qui n'avaient jamais vu avant. Et en gros, toutes les personnes qu'il a touchées, qu'il a montré des choses, poussées, etc., le résultat était le même. Il n'y avait pas de différence sur ses capacités à gérer la situation, à les projeter ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est important de le dire parce qu'on peut reprocher souvent de dire oui, ce n'est que des élèves, c'est ces élèves, ils sont conditionnés, etc., etc. Bien sûr qu'il y a toujours un aspect de conditionnement qui peut être là. Il peut avoir d'autres aspects psychologiques, on n'ose pas pousser le maître, etc., etc. Sachant que, donc, moi par exemple, à mon petit niveau, pas que une histoire de niveau de tai chi, mais niveau de nombre de personnes que à qui j'ai pu enseigner ou qui sont venus à mes cours et mes stages. Donc, je pense que j'ai organisé moins de workshops, j'ai vu moins de gens passer différents que Adam. Mais donc, à mon niveau d'expérience, j'ai constaté que une grande majorité des personnes, quand je leur dis de me pousser, par exemple, surtout dans un cadre de démonstration, quand je veux montrer quelque chose, quand je dis aux personnes de me pousser, c'est normal, il y a un respect, etc. Ils ne me poussent pas comme des brutes, etc. Et c'est un peu normal aussi quand on fait une démonstration d'agir comme ça. Mais même des fois, ils ne me poussent même pas vraiment, en fait. Ils s'arrêtent avant d'atteindre mon corps. Donc, ou quand même je suis en seul à seul pour montrer quelque chose, des fois, c'est pareil. Donc, je les laisse, en général, je leur dis, non, mais pousse-moi vraiment, va jusqu'au bout de ton action, etc. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est parce que je t'apprends une réponse, mais qui est basée sur tu vas pas au bout de ton mouvement. Donc même si on s'attaque pas violemment, etc., et qu'on y va très progressivement pour pouvoir répondre de manière adéquate, sinon on va tous se contracter, etc., s'agiter, et voilà, donc il faut rester calme et tranquille, donc il faut avoir une poussée adaptée, mais il faut quand même que la poussée elle aille au bout. Faut pas qu'elle s'arrête juste devant mon torse, faut que l'intention elle aille au bout dès le début. Donc ça c'est super important. Donc la grande majorité va y aller tranquille, va pas oser trop pousser et on va plutôt avoir une tendance à être en retrait. Il y a une petite partie des personnes qui vont juste pousser un peu normalement. Donc ça va être des élèves avec qui j'ai l'habitude de travailler et donc eux, ils poussent juste normalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois quand on fait des démos, on va avoir tendance à choisir certains élèves parce qu'on sait qu'eux, ils vont juste pousser normalement et que du coup, ça va bien aller pour la démonstration. Parce que si on a quelqu'un qui pousse pas, ça marchera pas. Ou quelqu'un qui fait l'abruti, ça marchera pas non plus. Enfin, c'est pas que ça marchera pas, mais c'est pas pertinent pour la démonstration. Donc, c'est vrai que des fois, quand on fait des démos, on a tendance à prendre un élève avec qui on a l'habitude de travailler. Comme ça, voilà, on est habitué. Donc, il y a un équilibre à trouver. Donc, quand j'ai quelqu'un qui pousse pas vraiment, je vais lui dire, non, mais pousse vraiment. Et ça, c'est la grande majorité quand même. Et ensuite, il y a une autre minorité. Et l'autre minorité, c'est justement, quand je dis pousser comme un abruti, je rigole, c'est des guillemets, c'est de pousser vite, fort. Et dans cette minorité, il y a ceux qui, je sais pas dans quelle mesure c'est conscient et inconscient, je pense que ça dépend, c'est de challenger. C'est-à-dire, on va vraiment voir si ton truc il marche. Et eux, par contre, alors là, ils y vont direct, ils surprennent par la vitesse, la force, etc. qu'ils mettent, parce que en fait, peut-être ils y croient pas ou ils veulent voir ce que ça donne si on pousse vraiment. Donc, ils préviennent pas et bam, ils envoient quoi. Donc moi, ça m'arrive ça de temps en temps. Ça reste une minorité, mais ça m'arrive. C'est intéressant quand ça arrive, pourquoi pas. Hein. Ça permet de voir notre réaction quand ça arrive. Et en fait, ça m'arrive à moi, mais donc ça arrive très souvent à Adam.
Donc quand il y a des stages comme ça où en fait ce ne sont pas des personnes de l'école, ce ne sont pas des personnes qui pratiquent ce système, etc., et qu'il y a plein de gens de tout horizon, et ben, bien sûr que dans le lot il y a des personnes qui vont le défier, qui vont voilà, surtout qu'il y a des personnes qui voient ces vidéos sur YouTube, qui savent pas trop quoi en penser, ils y croient pas et tout, ils font ouais non avec moi je suis sûr que ça marchera pas, et donc ils vont le défier. Bon. À ma connaissance, le résultat a toujours été le même. La personne qui l'a défié s'est toujours retrouvée soit par terre, soit projetée de l'autre côté de la salle ou quelque chose comme ça. Bref. Voilà pour la parenthèse. Mais en même temps, bah, ça permet de voir la compétence. Ça donne des éléments de plus pour voir la compétence. Donc c'est difficile de juger de la compétence d'un maître ou d'un professeur parce que, alors il y a les vidéos, mais ça suffit pas à mon avis. Moi, tant que j'ai pas eu de contact direct avec Adam, par exemple, je restais avec un doute. Je pouvais pas être certain, même si, eh bien, surtout à l'époque, il y avait beaucoup de vidéos, enfin pas mal de vidéos, et des vidéos notamment de tournée, où on le voit dans plein de stages différents. Donc en plus, moi j'avais fait un stage à Lyon, donc je vois bien comment c'est, que c'est des personnes qui ne connaissent pas, etc. Et donc il y avait dans plein d'endroits d'Europe. Donc c'était le même public, un peu partout en Europe. C'était au début en fait, donc les gens ne pratiquaient pas encore sa méthode et tout ça. Et donc, il y avait plein de personnes d'horizons différents dans tous ces pays-là, plein de personnes. Et bon, bah, ça avait l'air d'être pareil pour à peu près tout le monde. Donc, ok, on a la compétence. Après, bon, il y a aussi dans la compétence, on inclut ce qu'on veut. C'est-à-dire que par exemple, l'aspect humain de la personne, on peut la mettre dans la compétence. Par exemple, moi, si je veux que le tai chi me rende plus ouvert, joyeux, etc., plus tranquille, moins réactif à la pression dans la vie, eh bien sûr, on peut inclure ça. C'est-à-dire que je veux voir si la personne qui va m'enseigner a cette compétence. Sinon, c'est que la méthode, elle marche pas pour elle. Donc, pourquoi elle marcherait pour moi? Et ben ça, c'est très difficile par contre. Donc, c'est vrai, l'idéal, c'est de pouvoir le vérifier, mais c'est difficile de le vérifier parce que là, il faut côtoyer la personne un peu dans l'intimité, en dehors des stages et tout ça. Et ça, c'est difficile de côtoyer la personne dans ces contextes-là. Voilà, bon, si on peut un peu. Donc moi, j'ai pu côtoyer en dehors des stages un petit peu, et puis des élèves d'Adam aussi. Donc ça permet de voir est-ce qu'il y a des éléments communs dans toutes ces personnes, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont développées, qu'est-ce qu'ils ont en commun, et aussi dans le temps. Ça veut dire depuis le nombre d'années, et ben comment ces personnes ont évolué. Elles ont évolué dans quel sens en fait? Parce qu'il y a aussi ça, il y a d'où on part. Et je peux tenter d'évaluer quelqu'un sur un moment X. Non, on dit un moment T d'ailleurs plutôt, un moment T. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, comment est cette personne et comment elle a évolué. Est-ce que dans son caractère aussi, dans son comportement. Il y a la compétence, comment elle a évolué dans sa compétence. Autre parenthèse, Gabriel Misner, donc le frère d'Adam, sera à Lyon en stage pour 3 jours en mars. Il reste quelques places, mais c'est limité. La salle n'est pas immense, donc voilà. Et donc Gabriel, justement, moi je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu changer année après année. Et la compétence qu'il a développée, là, il a développé des compétences après 10 ans de pratique qui sont juste hallucinantes. Et qui rivalisent largement avec des personnes que j'ai pu côtoyer qui avaient 30, 40 ans de pratique, soi-disant, pas soi-disant d'ailleurs, juste des pratiques, bref, des pratiques. je veux pas détailler plus. En tout cas, il peut rivaliser avec des maîtres, ou des gens qui se prétendent maîtres en tout cas, parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire maître? Alors ça, c'est une autre question. Peut-être nous en parlerons dans un autre podcast. Mais voilà, donc quand je vois les progrès qu'il a fait en si peu de temps, eh bien forcément, c'est vachement inspirant et ça donne confiance encore plus en la méthode. Donc c'est bien d'avoir plusieurs exemples comme ça. Donc, difficile d'évaluer la compétence d'un maître. Les vidéos, c'est bien. Si on a plein de vidéos avec plein de gens différents, c'est mieux. Si on sait que ces vidéos, si on a des témoignages en plus, des témoignages, bien sûr, c'est important, les témoignages. Témoignages d'expérience, s'il y en a beaucoup, s'il y a beaucoup de témoignages d'expérience de gens différents. Si, donc, on sait que les gens, par exemple, sur les vidéos aussi qu'on voit, eh bien, si on sait un peu qui c'est,
l'expérience qu'ils ont, etc., que c'est pas forcément des élèves. Ça peut aider. Après, si on peut rencontrer, c'est encore mieux, toucher, avoir un contact, expérimenter, bien sûr, voilà. Comme je crois il disait à une époque, en un contact et tu sais. Effectivement, moi c'est ce qui m'est arrivé, un contact, bah ok, t'as compris la compétence. Ensuite, est-ce qu'il a une méthode étape par étape? Donc voilà, ça me semble important aussi moi, de manière pédagogique, c'est d'avoir une méthode structurée. Pourquoi? Parce que quand on enseigne, on évolue. Donc par exemple, moi, là où j'en suis, moi, dans ma pratique personnelle, ce n'est pas ce que j'enseigne. Donc il faut que j'ai une méthode pour pouvoir enseigner par là où je suis passé avant. Parce que si j'oublie ce que j'ai fait avant et que je réalise des choses maintenant, je fais « Ah ouais, je réalise un truc maintenant » et je me dis « Ah d'accord, maintenant je comprends un truc et je veux tout de suite le transmettre à mes élèves. » Alors il y a certaines compréhensions qui peuvent être tout de suite transmissibles dès le début, des choses qui se clarifient, mais la méthode en elle-même, si je comprends ça maintenant, c'est parce que je suis passé par certaines étapes avant. Et je ne peux pas faire un raccourci à mes élèves. Moi, j'ai une tendance à vouloir transmettre beaucoup et à être très donneur, quoi. J'aime bien donner et partager. Mais en fait, c'est une erreur sur certains points. Sur certains points, c'est bien certainement, mais sur certains points, non, parce que ce n'est pas le moment pour eux. Et on risque de squeezer des étapes. Donc, j'en ai déjà parlé, hein. J'ai fait des podcasts d'ailleurs aussi qui parlent de ça, qui parlent de l'importance d'une méthode ou d'un système, où je reprends un peu aussi ce dont parle Adam Missner. Il a fait lui-même une vidéo sur l'importance d'un système, donc il parle aussi un peu de ça. Donc ça veut dire d'avoir des étapes structurées, ce qui fait que moi, je peux transmettre ces étapes aux personnes et ne pas transmettre là où j'en suis moi maintenant. Ça me semble vraiment important. Ensuite, est-ce qu'il a des élèves compétents? Eh bien voilà, c'est ce que je disais, je parlais par exemple de Gabriel Missner, mais donc regardez, est-ce que le professeur, il a des élèves qui ont développé des compétences qui s'approchent des siennes, qui vont dans sa direction? Est-ce qu'il en a beaucoup? Beaucoup, pas forcément 15 000, mais quand même quelques-uns, quoi, qui deviennent bons, etc. C'est-à-dire que sa méthode fonctionne. Désolé, je suis un petit peu enrhumé. Je n'ai un petit peu bouché. Voilà. Donc, tout ça, à mon avis, c'est fait pour créer une forme de confiance, une forme de foi. C'est, purée, le gars est vraiment très très bon. Il a une méthode bien structurée et super claire. Mais cette méthode, surtout, elle fonctionne. Je reviens sur le sujet il a une méthode... on pourrait dire « Ah, mais cette personne, elle a une méthode vachement intéressante parce qu'elle fait tout un discours autour, théorique, qui t'explique à quel point c'est vachement intéressant. » Et du coup, on pourrait se fier à ça. Mais en fait, si on regarde factuellement, eh bien, il n'a aucun élève. Il n'a formé aucun élève. Donc, personne n'a développé les mêmes compétences. Donc, c'est du blabla, mais concrètement, ça ne crée pas l'effet. Donc, parce qu'en fait, la méthode et les instructions là, de faire ce qu'il dit, je rappelle, c'est les causes. Les causes créent des effets. Si je change les instructions, je change les causes. Je change la cause, je change l'effet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parfois, un enseignant, on se retrouve avec « oui, mais ». Donc, je voulais parler un petit peu de ça. Ça veut dire, j'ai besoin de construire ma confiance pour diminuer ce « oui, mais ». Il veut dire quoi, ce « oui, mais » ? Ce « oui, mais », il veut dire que... Donc, je parle d'un contexte où j'ai trouvé donc une personne qui a la compétence, la méthode, et le fait que la méthode fonctionne. Donc, j'ai, disons, construit une confiance basique dans le système, qui fait que j'ai envie d'aller un peu plus loin pour voir. Et normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'au fur et à mesure que j'évolue dans le système et que je pratique moi-même, ma confiance va grandir. Comment elle va grandir? Parce que je suis les instructions et que je vois que ça marche pour moi. Donc, ça augmente l'effet, ça augmente la confiance. Puis, je continue de voir mes enseignants et les gens plus avancés qui continuent de progresser. Et donc, ça continue moi-même de construire encore plus ma confiance. Et plus j'ai ma confiance, plus je vais suivre les instructions à la lettre. Parce que j'y crois. Et je crois plus à ça
que à mon propre blabla. Donc c'est ça que ça veut dire le oui mais. Le oui mais, il veut dire, bien sûr je ne parle pas dans 100% des cas, je parle juste d'une tendance et j'espère que ceux qui sont concernés reconnaîtront de quoi je parle. C'est ce oui mais un peu tout le temps où en fait je vais en tant qu'élève faire confiance plutôt à quoi ? Oui mais moi quand je fais ci ou quand je fais ça, oui mais j'ai lu dans un livre que, oui mais l'anatomie elle dit que, oui mais blablabla. Bla, bla, bla. Ça veut dire que je fais plus confiance soit à la théorie, à ce que j'ai lu dans les bouquins, à ce que je pense, à mes croyances. Mes croyances sont plus importantes que les instructions du professeur. Donc ce que je pense, ce que je crois, ou la soi-disant théorie. La théorie intéressante d'ailleurs, à qui on peut faire dire tout et l'inverse. Le yin-yang par exemple, c'est intéressant. Comme on peut l'entendre de plein de manières différentes, on peut lui faire dire presque un peu ce qu'on veut au yin-yang dans un sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'interprétations différentes du yin-yang dans le tai chi. Ou je fais confiance à mes sensations, oui mais mes sensations me disent que, oui mais... Donc ça j'en ai déjà parlé, j'ai fait 2 ou 3 podcasts sur les sensations, peut-être faudrait que je refasse encore parce que on m'en parle encore et je vois que c'est pas encore clair. Les sensations nous trompent, donc voilà. Oui mais ce que j'imagine être plus efficace, etc., etc. Donc en fait c'est oui mais mon incompétence, j'écoute mon incompétence plutôt que les compétences de mon enseignant. Je rappelle, en premier je dois trouver un enseignant qui a une compétence. Moi je n'en ai pas. Si je l'avais la compétence, j'irais pas voir ce maître. Et donc ce oui mais, il veut dire oui mais je préfère écouter tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et je veux pas changer. Je veux continuer d'écouter ma théorie, mes sensations, ce que je crois, ce que je pense, etc. Qui fait qu'aujourd'hui je suis toujours aussi incompétent. Je parle dans une situation où quelqu'un pratique depuis longtemps. Et j'espère, je me rends compte, mais bon, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Parce que se rendre compte de son incompétence, surtout après des années, c'est pas forcément agréable. On revient sur la notion de confort et d'inconfort. Donc en fait, tout ça, c'est juste des fuites de l'inconfort. Les choses sont tellement inconfortables que je préfère feinter. Au lieu de me dire, ah ben dis donc, j'ai vraiment fait un truc pas terrible pendant toutes ces années, eh bien, je préfère me dire, non, mais c'était bien comme ci, c'était bien comme ça, le problème, il n'est pas là. Bon, moi, personnellement, je me remercie chaque jour d'avoir accepté cet inconfort de me dire, non, bah voilà, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça n'allait pas. C'est pas 100% à jeter, bien sûr, loin de là, mais non. Je préfère même passer par une étape de rejet total et même de trop, mais au moins, comme ça, je passe à autre chose vraiment, plutôt que rester dans mon truc, voilà. Et c'est, ok. Mais par contre, quand je vais dans quelque chose, j'y vais à fond, j'écoute les instructions à fond, je fais au maximum, je fais taire mon esprit, j'essaie de, comme on dit, vider sa coupe, c'est ce que ça veut dire. Vider sa coupe, ça veut dire essayer d'être le plus neutre possible. C'est déjà suffisamment difficile, quand on veut le faire, de le faire, de se rendre compte là où, ah purée, ah ouais, là en fait, j'ai interprété par rapport à mon prisme de mon passé, etc. Ah oui, là j'ai interprété ça, j'ai cru que, etc. C'est déjà difficile, mais alors quand on ne fait pas la démarche de le faire, c'est même pas la peine. Donc en fait, on va tout réinterpréter. Mais quelque part, à mon avis, si on ne comprend pas que l'incompétence, quand je dis incompétence, ça veut dire le fait de ne pas avoir développé des compétences que je voulais développer au départ. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi, surtout quand j'ai pratiqué des années, j'ai pas développé ces compétences. Et si je continue de me dire c'est toujours de la faute des autres, parce que moi je suis vachement malin et ce que je fais c'est vachement bien, mais bon, c'est les autres, ils m'ont pas donné la bonne méthode ou je sais pas quoi. Après, ça c'est sûr qu'il faut avoir trouvé la bonne méthode, ça on reviendra pas là-dessus. Mais par contre, je peux pas dire si une méthode elle est bonne ou elle est mauvaise si je l'ai pas réellement faite à fond et 100%, c'est-à-dire pas en mélangeant avec d'autres trucs. Je reviens sur l'histoire de mixer. Pour moi, c'est pas pareil de mixer 2 méthodes, voire même de faire 2 méthodes de tai chi simultanément. Tu ne peux pas avoir la même expérience que quand tu es absorbé dans une méthode. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Sachant que peut-être tu t'en rends pas compte, mais il y a des choses qui sont contradictoires.
Dans un, on va te dire de faire un truc, dans l'autre, on va te dire de faire le truc inverse. Comment tu peux transformer ton corps d'une certaine manière, ton esprit à faire certaines choses, le yi à fonctionner d'une certaine manière, si tu t'y consacres pas exclusivement, au moins pendant un temps. Et donc, si tu as fait ça pendant un certain temps, là, tu peux dire ça marche pas, etc. Mais c'est pas si facile, en fait, de se plonger autant dans une méthode. Donc, ça demande de reconnaître, eh bien, ok, j'ai pas développé les compétences que je voulais développer. Et si ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que j'ai pas progressé dans ce que je voulais développer, dans un rapport bien sûr d'énergie, de temps que j'ai consacré à la pratique, bien sûr, parce que c'est relatif aussi à ça. Si je pratique une fois par semaine, je peux pas non plus espérer des folies par rapport à si je pratique tous les jours et que j'y consacre vraiment du temps, etc. Eh bien, il faut que je vois des résultats, des effets concrets. Donc la question c'est, est-ce que je fais confiance à mon propre blabla, à ce que je crois, à ce que je pense, à mes sensations, à ce que j'imagine, à ce que je pense être pédagogiquement plus pertinent? Est-ce que pour moi, si j'ai de l'expérience pédagogique, je vais avoir un avis pédagogique. Si j'ai de l'expérience de thérapeute, je vais avoir un avis sur ce que fait l'enseignant. Si j'ai une expérience de tai chi, et même d'enseignement de tai chi, je vais avoir une idée bien claire sur, voilà. Mais en réalité, combien de gens tu as formés qui ont développé ces compétences? Et toi-même, quel niveau tu as dans le champ de compétences que tu cherches à développer? Alors là, bien sûr, ça peut être vaste, parce qu'en fait, on parle de tai chi, mais bien sûr, dans le tai chi, on peut développer différentes compétences. Et chaque école de tai chi ne va pas forcément développer les mêmes. Donc, si on se retrouve à suivre un enseignant, dans la mesure où on a déjà une expérience et donc on a choisi avec un esprit avisé et clair l'enseignant qu'on choisit, c'est qu'on a détecté chez lui, et dans cette méthode, quelque chose qui nous intéresse, une compétence qui nous intéresse. Et donc, cette compétence qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on peut éventuellement reconnaître, imaginer, mais on n'a aucune idée de ce que ça représente réellement puisqu'on ne l'a pas développé nous-mêmes. Donc c'est comme aller explorer une île inexplorée. On ne sait pas ce que c'est. Donc imaginons, j'ai envie d'aller en milieu sous-marin. Je veux faire de l'exploration sous-marine. C'est quelque chose que je ne connais pas, je n'ai jamais exploré ça. Mais, moi, quand même, je suis un baroudeur, donc je suis déjà allé en haute montagne, j'ai déjà fait, je sais pas quoi, des excursions en forêt, j'ai fait du survivalisme en forêt, j'ai fait du bateau, j'ai fait, j'en sais rien, moi je suis allé dans la neige, etc. Donc, je me dis, ouais, non mais attends, moi j'ai de l'expérience, donc je sais mieux. Mais non, en fait, parce que c'est différent, le sous-marin. Alors moi, je connais aucun de ce que je raconte là. C'est juste pour donner une image. Mais je vais évidemment trouver quelqu'un qui est, surtout si je veux le faire vraiment, quoi. Si je veux vraiment faire ça à fond, je vais trouver quelqu'un qui est bon, quoi, qui fait de la plongée sous-marine, qui est excellent. Et puis en plus, il y a la sécurité, quoi, là-dedans. Donc il faut quand même qu'il soit vraiment très bon. Et qu'il ait formé plein de gens, des gens qui sont contents. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a les avis. Alors, on peut regarder les avis. Ça donne une bonne idée aussi de ce que ça apporte, quoi. Et donc, je veux regarder tout ça, etc. Et puis, je vais choisir quelqu'un qui est très bon. Je ne vais pas choisir quelqu'un qui fait autre chose. Je vais choisir, évidemment, quelqu'un qui est spécialisé dans la haute mer. Et puis, peut-être qu'il y a des trucs pédagogiquement ou dans la manière de faire et tout qui vont rentrer en contradiction avec ce qu'on fait quand on va en haute montagne, peut-être. J'en sais rien. Mais je vais pas dire, ouais, mais non, attends, ça va pas, parce que moi, quand je vais en haute montagne, non, j'en sais rien, je n'ai aucune idée. Parce que tu m'amènes à un endroit que je ne connais pas. Donc, je te fais confiance. Dis-moi ce qu'il faut faire, je le fais. Bon, c'est pour illustrer un petit peu mon point de vue, un peu comment je fonctionne. Et qui, à mon avis, est plus fonctionnel d'ailleurs. Et les personnes que je vois vraiment progresser, c'est les gens qui font ça. Les élèves qui progressent, c'est ceux qui font ça. C'est pas ceux qui disent oui, mais tout le temps. Ceux qui disent oui, mais tout le temps, c'est pas ceux qui progressent le plus vite. Loin de là. Et des personnes qui stagnent, mais des années, vraiment des années. Et c'est dommage, parce qu'en fait, ils ont l'envie de pratiquer, ils ont plein de choses, ils ont le feu, etc. Mais il y a le oui mais. Donc, ça veut pas rentrer.
Parce que si je transforme chaque instruction pour qu'elle me convienne à moi, pour qu'elle me convienne intellectuellement, pour qu'elle me convienne en termes de confort, en termes de sensations, etc., je transforme tout. Donc si je transforme tout, je change les causes, donc je n'obtiens pas les effets. C'est aussi simple que ça. Donc si pour le masque de plongée, je dois le mettre d'une certaine manière et que c'est pas la même manière que le masque d'oxygène pour aller en haute montagne, je vais pas dire ouais mais attends, mais pas ça comme ça. J'en sais rien en fait, parce que tu m'amènes à un endroit que je ne connais pas. Donc je vais développer des compétences internes, le jin, le song en plus typique à Shema, si on pratique dans notre école. Là je prends l'exemple typique de notre école, hein. Bien sûr, vous pouvez... Ça peut être la même chose dans d'autres écoles, hein. Je prends l'exemple que je connais. Tu veux développer le type de son qu'on développe dans notre école. Il y a un type de son particulier, la manière de bouger qu'on développe dans notre école, la manière de pratiquer, quoi, tout simplement. Il y a une manière bien spécifique. Et donc, ça développe des jeans bien spécifiques, une qualité de jean qui est bien spécifique à cette école. Si je veux développer cette chose spécifique, je n'ai aucune espèce d'idée de quoi il s'agit. Même si des fois j'entends, oui, mais tel maître il fait pareil, oui, mais tel maître il fait pareil. Comment sais-tu qu'il fait pareil ? Oui, il a des jeans, etc. Mais c'est peut-être d'autres types de jeans, c'est d'autres qualités. Et je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste différent. Souvent, quand je parle, des fois, des personnes ont l'air de penser que je dis que c'est mieux. Non, en fait. Pour certaines choses, je peux avoir mon avis, je peux penser que c'est mieux. D'ailleurs, si j'ai choisi cette école, c'est bien parce que je pense qu'elle est mieux pour moi, par rapport à moi. Mais c'est pas un jugement de valeur de dire c'est différent. Donc, tu as des qualités et des jeans qu'on développe qui sont différents. Et il faut regarder la personne, comment elle bouge, comment un dent il bouge par exemple, qui n'est pas pareil qu'un autre maître va bouger. Donc, ce qui juste veut dire que c'est différent. Donc, si je veux développer ce type de jean, etc., eh bien, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc moi, ce type de son, je le découvre, je le redécouvre. Depuis que je fais ce système, ça n'a pas fin. Je n'ai pas fini de redécouvrir et approfondir et redécouvrir ce que ça veut dire. Et donc maintenant, je réalise à quel point j'étais à des années-lumière de réaliser ce que ça voulait dire quand j'ai commencé. Et alors quand je pensais comprendre des trucs. Non, parce qu'en fait, c'est comme penser savoir ce que c'est d'être allé faire de la plongée sous-marine alors qu'on n'en a jamais fait. Qu'on n'ait même jamais mis la tête sous l'eau. Qu'est-ce qu'on en sait ? Comment moi je vais dire, je vais dire à mon professeur ou à mon coach de plongée sous-marine de comment il doit me faire quoi. Je vais jamais de la vie, je vais avoir la prétention de lui dire non, il faudrait plutôt que tu fasses comme ci ou comme ça, ou ça n'a aucun sens. D'ailleurs, dans quelques domaines que ce soit, jamais moi j'aurais la prétention de dire à un professeur, quelle que soit la discipline, comment il devrait faire pour m'enseigner à moi. Moi, je vais en tant qu'élève, je me tais et je fais ce qu'il me dit. Et ensuite, je vois. Et si ça ne me convient pas, je change de professeur, je change de méthode, je change. Mais je ne vais pas aller lui dire comment il devrait faire. Parce que ça veut dire que j'estime que son expérience n'a pas de valeur par rapport à la mienne. Alors qu'il est en train de m'apprendre un truc que je ne connais pas. Pourquoi je vais apprendre quelque chose avec quelqu'un si je sais déjà faire ? C'est bien que je ne sais pas faire. Donc la personne m'apprend un truc que je ne sais pas faire. Donc, j'estime ne pas savoir comment faire pour apprendre ce truc en question. Je ne vais pas aller venir remettre en question. Maintenant, voilà, si ça ne me va pas, ça ne me va pas. J'ai plutôt eu de la chance en général, j'ai toujours été satisfait jusqu'à un certain point. Donc, il y a ma première pratique du tai chi que j'ai arrêtée au bout d'un certain nombre d'années, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'ai rejeté pour me permettre, moi, psychologiquement, d'effacer et de partir à zéro pour apprendre une nouvelle méthode et ne pas rester bloqué avec mes anciens trucs. Et grand bien m'en a fait, puisque grâce à ça, j'ai pu me mettre à fond dans cette nouvelle méthode et en apprécier les qualités et permettre à cette méthode Evenman Earth de me transformer, etc., et développer les compétences que je voulais développer. J'en suis juste extrêmement heureux. Puis c'est mentalement beaucoup plus reposant. C'est-à-dire, j'arrête, je suis une méthode, et voilà. Et en fait, cette méthode est tellement claire que j'ai rien à rajouter, à bricoler ou quoi que ce soit. Bon, enfin, voilà.
Bien sûr, ça revient aussi à un peu. J'ai fait un autre podcast là-dessus, sur la relation professeur-élève. Évidemment, en tant qu'enseignant, je suis toujours content quand les élèves posent des questions, quand ils essaient de comprendre pourquoi, etc. C'est génial. Faut que ça reste pas trop. Et surtout, faut pas que ça paraisse toujours par de la remise en question. Ou oui, mais moi je fais comme si. Oui, mais en très truc on fait comme ça. Oui, mais on va faire autre chose alors. Si tu penses que c'est mieux autrement. C'est un petit peu curieux. Et surtout, franchement, c'est de la perte de temps et d'argent pour tout le monde. Enfin, non, c'est pas de la perte, c'est pas de la perte d'argent pour le professeur, lui. Tant pis, hein. Comme dirait Sifu, les personnes, elles fait pas ce que je dis, ben, elle me donne son argent, elle fait pas ce que je dis, tant pis pour elle. Mais oui, effectivement, c'est assez curieux. Tout cela, de toute manière, pour moi, c'est de l'agitation mentale. Et le mieux on arrive à arrêter, en fait, juste chut, à faire taire ce blabla permanent, cette remise en question. Le oui mais, c'est juste du blablabla, oui mais, chut. Suis la méthode. Oui mais, chut. Suis la méthode. Oui mais, chut. Suis la méthode. Ok, tu l'as suivi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, t'es pas satisfait, change de méthode. Plutôt que ne jamais suivre la méthode et toujours en être insatisfait. Ça fait du bien à personne. Voilà, bien sûr, ça reste peut-être anecdotique dans le monde du tai chi, mais moi ce que j'aime bien en fait aussi, c'est prendre des traits de caractère, parfois les illustrer, et j'aimerais bien écrire des petites histoires d'ailleurs, comme des petits contes pour illustrer certaines choses comme ça. J'aimerais bien essayer de faire ça. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien essayer. Mais j'aime bien prendre un trait de caractère chez quelqu'un qui représente très fort ce trait de caractère, et le prendre comme exemple, parce que on a tous des parts comme ça, mais plus ou moins fortes. Et du coup, quand on peut voir ce trait fortement exprimé chez quelqu'un, ça permet de vraiment le voir, quoi. De le voir, ça fait comme une loupe sur ce trait de caractère et de le reconnaître chez soi et de voir cet aspect de nous qui fait ça. Et donc, j'aime bien faire ça. C'est vraiment très intéressant. Donc quand en gros je pointe quelque chose ou je pointe quelqu'un qui fait quelque chose, je suis en même temps, sachez-le, en train de pointer la part de moi qui fait la même chose. Donc juste quand je rigole, je ne me moque pas de ce trait de caractère, je le tourne c'est de l'autodérision en même temps. Je me moque, mais je me moque de moi-même en même temps. Là, c'est moins grave si je suis pris dedans. Mais c'est vrai, vraiment. Quand je pointe un trait de caractère chez quelqu'un, et que j'en rigole, c'est parce que je pointe la même chose chez moi. Et l'autodérision, c'est extrêmement important à mon avis. C'est une compétence importante à développer, la capacité de ne pas trouver grave dès qu'on voit quelque chose chez nous. Ça amène de la légèreté. Je vois qu'il y a ça chez moi, au lieu de paniquer et de trouver ça grave juste, c'est pas grave. Et comme je trouve ça pas grave, je suis plus apte à le voir. J'en ai moins peur. Donc je peux me regarder encore plus en face. Sinon, je suis tout le temps en train de ne pas vouloir me voir en face. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, il y a des gens qui connaissent très bien leurs traits de caractère, qui posent problème, qui vont les freiner, etc. Et ils font rien. Donc c'est bien de connaître ces traits de caractère. C'est comme si j'avais fait une psychanalyse pendant 10 ans, que je peux te raconter tous mes problèmes et la cause de mes problèmes, d'où l'origine, etc. Tout ce que tu veux. Mais le problème est toujours là. Pour moi, c'est quand même relativement fonctionnel cette histoire. C'est bien de voir, mais il faut savoir quoi faire aussi. Et qu'est-ce que c'est ? Quoi faire, par exemple, si je reconnais que j'ai une tendance, par exemple, à trop blabla, il faut que j'apprenne à arrêter, à me taire. C'est très important comme compétence à développer, la compétence de reconnaître les choses qu'on fait qui ne sont pas bénéfiques et d'apprendre à arrêter. Et ça, j'en reparlerai dans un prochain podcast. Eh bien, je vois que le podcast a été un peu long par rapport au dernier, mais voilà, je me laisse parler et puis j'avais un peu de temps aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à me contacter si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr, toujours. J'entends ça toujours avec plaisir. Bonne pratique à vous et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr.
et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.